La lettre interdite, je n'oublierai jamais ce jour de septembre où tout a basculé. Ma grand-mère était décédée 3 semaines auparavant, et je me retrouvais seul dans sa maison, cette vieille bâtisse familiale qui sentait encore la lavande et les secrets. Vous savez, ce genre de maison où chaque recoin raconte une histoire, où les murs semblent retenir leur souffle quand vous passez devant certaines pièces fermées depuis des années. Ma grand-mère et moi, nous étions proches. Enfin, je le croyais. Elle m'avait élevé pendant que mes parents travaillaient à l'étranger. Et cette maison était devenue mon refuge, mon sanctuaire. Mais il y avait toujours eu quelque chose d'étrange dans son comportement. Une tension que je ne comprenais pas. Elle avait cette manie de vérifier constamment les tiroirs de son bureau, de s'assurer que certaines portes restaient verrouillées. Et puis il y avait cette phrase qu'elle répétait souvent, comme une prière anxieuse. « Certains secrets doivent rester enterrés, ma chérie. Promets-moi que tu respecteras toujours ça. » Je hochais la tête à chaque fois, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. J'avais 17 ans quand elle est partie. Cancer foudroyant. 4 mois entre le diagnostic et sa mort. 4 mois pendant lesquels elle est devenue de plus en plus agitée, de plus en plus insistante sur cette histoire de secret. La veille de sa mort, dans sa chambre d'hôpital, elle m'a attrapé la main avec une force que je ne lui connaissais plus. Ses yeux, d'habitude si doux, brillaient d'une intensité presque effrayante. Dans mon bureau, dans le tiroir du bas à gauche, il y a une enveloppe rouge. Ne l'ouvre jamais, tu m'entends? Jamais. Brûle-la sans la lire. C'est la seule chose que je te demande. Promets-le-moi. J'avais promis. Bien sûr que j'avais promis. Comment refuser quoi que ce soit à une mourante? Mais vous comprenez, cette demande ne faisait qu'alimenter ma curiosité. Une enveloppe rouge qu'il fallait brûler sans lire. Quel genre de secret pouvait bien contenir une simple lettre? Les jours qui ont suivi ces funérailles ont été un brouillard d'émotions. Je me suis occupé des arrangements. J'ai accueilli les visiteurs. J'ai joué mon rôle de petite fille endeuillée. Mais tout ce temps, je pensais à cette enveloppe. Elle m'obsédait. Je la voyais dans mes rêves, rouge comme le sang, luisant dans l'obscurité de ce tiroir fermé à clé. J'ai tenu bon pendant 2 semaines. 2 semaines entières, où je me suis dit que je respecterais sa volonté, que certains secrets devaient effectivement rester enterrés. Mais la curiosité, c'est comme un poison lent. Elle vous ronge de l'intérieur jusqu'à ce que vous ne pensiez plus à rien d'autre. C'était un mardi soir. Je me souviens parce qu'il pleuvait. Cette pluie fine et persistante qui rend tout gris et mélancolique. J'étais seul dans la maison, assise dans le salon, essayant de regarder un film sans vraiment le voir. Mon regard ne cessait de dériver vers le couloir qui menait au bureau de ma grand-mère. Finalement, je n'ai plus pu résister. Je me suis levé, le cœur battant comme si j'allais commettre un crime. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert la porte du bureau. L'odeur de vieux papier et de bois ciré m'a saisi. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Son stylo préféré posé sur le buvard, ses lunettes de lecture sur un livre ouvert, comme si elle allait revenir d'une minute à l'autre. Le tiroir du bas à gauche était fermé à clé, évidemment. Mais je connaissais ma grand-mère. Elle cachait toujours un double de chaque clé dans le petit pot de fleurs séchées sur l'étagère. Une habitude que j'avais découverte enfant, quand je cherchais des bonbons cachés. La clé était là, froide et lourde dans ma paume. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Une partie de moi criait d'arrêter, de respecter sa dernière volonté. Mais l'autre partie, celle qui avait besoin de comprendre, était plus forte. Le tiroir s'est ouvert dans un grincement. Et là, exactement comme elle l'avait dit, il y avait une enveloppe rouge. Pas un rouge vif et joyeux, non. Un rouge sombre, presque bordeaux, comme du sang séché. Mon nom était écrit dessus, de son écriture tremblante des derniers mois. À Sophie, ne lis jamais ceci. Mes mains ne tremblaient plus. C'était comme si j'étais entré dans un état second, comme si quelqu'un d'autre contrôlait mes mouvements. J'ai décacheté l'enveloppe lentement, en prenant soin de ne pas déchirer le papier épais. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles pliées, couvertes de cette même écriture. Ma chère Sophie, si tu lis ces mots, c'est que tu n'as pas respecté ma volonté. Je ne peux pas t'en vouloir. J'aurais probablement fait la même chose à ta place. Mais sache que ce que tu vas apprendre changera tout. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai continué à lire, et à chaque ligne, le monde que je connaissais se désintégrait un peu plus. Ma grand-mère m'expliquait qu'elle n'était pas vraiment ma grand-mère,
Elle était ma mère biologique. Celle que j'avais toujours appelée maman était en réalité sa fille, incapable d'avoir des enfants. Quand ma grand-mère était tombée enceinte à 45 ans, d'une liaison dont elle ne donnait pas les détails, la famille avait décidé que c'était une honte. Une femme de son âge, veuve depuis 10 ans, enceinte, c'était impensable dans leur milieu bourgeois des années 90. Alors, ils avaient monté ce plan. Ma mère feindrait une grossesse, porterait des vêtements amples, et quand je naîtrais, elle m'élèverait comme sa propre fille. Ma vraie mère deviendrait ma grand-mère, et tout le monde serait content. Le scandale serait évité, les apparences sauves, mais ce n'était pas tout. La lettre continuait, et chaque révélation était plus dévastatrice que la précédente. Mon père biologique, le jardinier de la propriété, un homme de 30 ans plus jeune qu'elle, qui avait quitté la région dès qu'il avait appris la grossesse. Ma grand-mère, ma mère, n'avait plus jamais eu de ces nouvelles. Et puis il y avait l'argent. Toute la fortune familiale, qui était censée être divisée entre ses 3 enfants, elle me la léguait entièrement. La maison, les économies, les investissements. Tout. Parce que j'étais sa fille, et qu'elle voulait réparer les années de mensonges en me donnant au moins ça. J'ai lu et relu la lettre je ne sais combien de fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Je ne pleurais même pas. J'étais dans un état de choc total. Qui étais-je? Toute ma vie, tout ce que je croyais savoir sur mon identité, c'était un mensonge. Ma mère n'était pas ma mère. Ma grand-mère était ma mère. Mes oncles et tantes étaient en réalité mes frères et sœurs. La nausée m'a submergé. Je me suis précipité aux toilettes et j'ai vomi. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis je me suis assise par terre, le dos contre le mur froid, et j'ai enfin pleuré. Des sanglots déchirants qui venaient du plus profond de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le bureau, la lettre posée sur le buvard, à regarder par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber. Ma vie entière était une fiction. Chaque souvenir était teinté maintenant de cette nouvelle réalité. Tous ces moments où ma grand-mère me regardait avec tant d'amour. Ces fois où elle semblait sur le point de me dire quelque chose d'important avant de se raviser. Maintenant, tout prenait sens. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je devais confronter ma mère. Je ne pouvais pas porter ce secret seul. Je suis allé chez elle, la lettre dans mon sac. Elle m'a ouvert avec son sourire habituel, celui qui disait « ma fille chérie », sans savoir que ces mots étaient un mensonge. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle a dû voir quelque chose dans mes yeux parce que son sourire s'est figé. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» J'ai sorti la lettre. Grand-mère m'a laissé quelque chose. Une lettre. Je l'ai lue. Le sang s'est retiré de son visage. Elle est devenue aussi blanche que les murs. « Non, oh non, Sophie. Elle t'avait dit de ne pas la lire. » Oui, elle me l'avait dit. Mais je l'ai fait quand même. Et maintenant, je sais tout. Ce qui a suivi était une des conversations les plus difficiles de ma vie. Ma chimère s'est effondrée. Elle a pleuré, supplié mon pardon, expliqué qu'ils avaient cru bien faire. Tu étais si désirée, Sophie. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et quand maman est tombée enceinte, ça semblait être un miracle, une solution parfaite. On t'a aimé, on t'aime toujours. Mais ce n'était pas suffisant. L'amour ne pouvait pas effacer 17 ans de mensonges. J'avais le droit de connaître ma véritable identité. J'avais le droit de savoir qui j'étais vraiment. Les jours suivants ont été un cauchemar. Le reste de la famille a dû être informé. Mes oncles et tantes ont réagi différemment. Certains avec compassion, d'autres avec colère. Surtout quand ils ont appris pour l'héritage. L'argent change les gens, vous savez, même ceux que vous pensiez connaître. Mon oncle Michel, le fils aîné, est devenu fou de rage. C'est inacceptable. Notre mère lui laisse tout à une bâtarde. Le mot m'a frappé comme une gifle. C'est comme ça qu'il me voyait maintenant. Plus sa nièce chérie, mais une intruse, une menace pour son héritage. Ma tante Isabelle a menacé de contester le testament. Ce n'est pas légal. Elle n'était pas dans son état normal quand elle a écrit ça. Mais les avocats ont confirmé que tout était parfaitement légal. Ma grand-mère, ma mère, avait le droit de léguer ses biens à qui elle voulait. La famille s'est déchirée. Les réunions de famille sont devenues des champs de bataille. Les non-dits de toute une vie remontaient à la surface. Il s'est avéré que tout le monde savait. Tous les adultes de la famille avaient été complices de ce mensonge.
Seuls moi et les plus jeunes cousins ignorions la vérité. Mais le pire, c'était la maison. Cette maison que j'avais tant aimée, qui avait été mon refuge, était devenue un lieu hanté. Chaque pièce me rappelait mon ignorance, ma naïveté. Je voyais le fantôme de ma vraie mère partout, me regardant avec des yeux tristes, voulant me dire la vérité mais ne le pouvant pas. Environ un mois après avoir lu la lettre, des choses étranges ont commencé à se produire. Des bruits la nuit, des portes qui s'ouvraient seules, des objets déplacés. Je sais, ça semble fou, mais je vous jure que c'était réel. La maison réagissait aux secrets révélés. Ou peut-être était-ce ma mère qui essayait de communiquer, de me dire qu'elle était désolée. Un soir, je me suis réveillé en sursaut. Il était 3 heures du matin. J'avais entendu un bruit dans le bureau. Mon cœur battait la chamade, mais je devais aller voir. J'ai descendu les escaliers dans l'obscurité, guidé seulement par la lumière de la lune. La porte du bureau était ouverte. Je l'avais fermée avant de me coucher. J'en étais certaine. À l'intérieur, le tiroir où se trouvait la lettre était ouvert lui aussi. Et sur le bureau, parfaitement aligné, il y avait d'autres enveloppes. Des enveloppes que je n'avais jamais vues auparavant. Mes mains tremblaient quand je les ai ramassées. Il y en avait 5, toutes adressées à différentes personnes de la famille. Et l'une d'elles portait un nom que je ne connaissais pas, Thomas Mercier. Avec une adresse à Lyon, j'ai ouvert celle-là en premier. C'était une lettre pour mon père biologique, une lettre que ma mère n'avait jamais eu le courage d'envoyer, écrite quelques mois après ma naissance. Elle lui parlait de moi, lui disait que je lui ressemblais, qu'elle lui pardonnait d'être partie. Elle lui donnait des nouvelles, comme si c'était un vieil ami, pas l'homme qui l'avait abandonnée enceinte. Les autres lettres contenaient des confessions, des excuses, des explications pour chaque membre de la famille, des mots qu'elle n'avait jamais osé dire de son vivant. C'était comme si, en me demandant de ne pas ouvrir ma lettre, elle savait que je le ferais quand même, et que je trouverais les autres. C'était son plan depuis le début. J'ai lu toutes les lettres cette nuit-là, et j'ai compris quelque chose d'important. Ma mère avait vécu dans la honte et le secret pendant 17 ans. Elle avait regardé sa fille grandir sans pouvoir la revendiquer. Elle m'avait aimé à distance, toujours là mais jamais vraiment présente comme elle aurait voulu l'être. Et ce poids l'avait détruite de l'intérieur. Le lendemain, j'ai pris une autre décision. J'ai distribué les lettres aux membres de la famille concernée. Certains ont pleuré, d'autres se sont enfermés dans le déni. Mais au moins, maintenant, tout était sur la table. Plus de secrets, plus de mensonges. Et puis, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai cherché Thomas Mercier, mon père biologique. L'adresse sur l'enveloppe datait de 18 ans. Mais j'ai tenté ma chance. Par miracle, il vivait toujours là. Notre première rencontre a été étrange, surréaliste. Il avait maintenant 48 ans, remarié avec 2 autres enfants. Quand je me suis présenté, il s'est effondré. « J'ai pensé à toi tous les jours », a-t-il murmuré. « Tous les jours pendant 18 ans. Je suis désolé. J'étais jeune, j'avais peur et c'était tellement compliqué. Je ne l'ai pas pardonné immédiatement. Comment le pourrais-je? Mais au moins, j'avais des réponses. J'avais une pièce supplémentaire du puzzle de mon identité. Quant à la maison, elle n'a effectivement plus jamais été la même. Les phénomènes étranges ont continué pendant des semaines. Puis un jour, ils se sont arrêtés. Complètement. C'était juste après que j'ai organisé une cérémonie, une sorte d'adieu pour ma mère. J'ai rassemblé toute la famille, même ceux qui étaient en colère, et j'ai lu à haute voix la lettre qu'elle m'avait laissée. Pas pour les blesser, mais pour qu'ils comprennent sa souffrance. Ce jour-là, quelque chose s'est libéré dans la maison. L'atmosphère est devenue plus légère, plus respirable, comme si ma mère avait enfin trouvé la paix, maintenant que la vérité était connue de tous. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'habite toujours dans cette maison. J'ai fini par accepter mon histoire, aussi compliquée soit-elle. Je ne suis plus simplement Sophie, la fille de Jacques et Martine. Je suis Sophie, la fille d'une femme courageuse qui a fait des choix difficiles, qui a aimé en secret et qui a finalement trouvé le moyen de me dire la vérité. Ma relation avec ma mère, je l'appelle toujours comme ça, s'est reconstruite petit à petit. Elle sera toujours celle qui m'a élevé, qui a pansé mes genoux écorchés, qui m'a consolé après mes premiers chagrins d'amour. Mais maintenant, notre relation est basée sur la vérité, pas sur le mensonge. Avec mon père biologique, c'est plus compliqué. Nous nous voyons de temps en temps, nous apprenons à nous connaître.
Ces autres enfants, mes demi-frères et sœurs, ont accepté mon existence avec une générosité qui m'a surprise. Peut-être que la nouvelle génération est plus ouverte, moins attachée aux secrets et aux apparences. La famille élargie, certains liens se sont brisés définitivement. Mon oncle Michel ne m'adresse plus la parole. Tant pis. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à accepter la vérité s'ils n'y sont pas prêts. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se retrouve face à une lettre interdite, face à un secret de famille qu'on lui demande de ne jamais découvrir, je dirais ceci: réfléchissez bien, parce qu'une fois que vous savez, vous ne pouvez plus faire marche arrière. La vérité change tout, absolument tout. Mais je dirais aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux que le mensonge. Vivre dans l'ignorance, c'est vivre à moitié. Vous méritez de connaître votre propre histoire, même si elle est compliquée, même si elle fait mal. Cette lettre rouge a détruit le monde que je connaissais, c'est vrai. Mais elle m'a aussi permis de me construire un nouveau monde, basé sur la réalité, et non sur la fiction. Et dans ce nouveau monde, je sais qui je suis vraiment. La maison, elle garde encore ses secrets, j'en suis sûr. Mais les plus importants ont été révélés. Maintenant, quand je marche dans ces couloirs, je ne ressens plus cette tension, cette impression que les murs me cachent quelque chose. Ma mère, ma vraie mère, peut enfin reposer en paix. Moi, je peux enfin vivre en paix avec mon identité. Alors oui, j'ai ouvert la lettre que ma grand-mère, ma mère, avait interdit d'ouvrir. Et oui, la maison n'a plus jamais été la même. Mais moi non plus, je ne suis plus la même. Je suis devenu quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaît sa véritable histoire, avec toutes ses ombres et ses lumières. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien.